donc le docteur Brie qui va nous faire donc une présentation sur la transplantation pulmonaire. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment l'idée c'est pas qu'on se mette tous à psychoter ou à ça crée de l'anxiété supplémentaire, c'est plutôt là pour avoir de l'information, une information précise. Et bien évidemment, vous pourrez poser vos questions à l'issue, donc je la laisse se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc merci pour l'invitation. Je suis le docteur Charlotte Brie, je fais partie du service de pneumologie avec mes collègues. Donc moi je m'occupe principalement du centre de transplantation pulmonaire et puis des malades qui sont atteints d'hypertension pulmonaire, qui est une autre sous-spécialité des centres de compétences maladies rares, de RespiFil. Donc on va commencer le topo. Oui, je pense que tout le monde est là. Ouais. Donc effectivement l'idée c'est vraiment de vous donner une information la plus précise possible. Alors il y a probablement des choses qui vont susciter beaucoup de questions et donc je serai là pour y répondre par la suite. Donc pour vous expliquer rapidement les grands principes de cette thérapeutique, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez récent quand on reprend toute l'histoire de la médecine, puisque la première transplantation pulmonaire c'était 1986. Donc ça explique qu'on n'ait pas toutes les réponses à plein de questions scientifiques encore. Donc la transplantation pulmonaire, elle est souvent actuellement maintenant des deux poumons. Donc on appelle ça une transplantation bipulmonaire. Donc on fait dans le même temps chirurgical la transplantation des deux poumons. Il peut arriver qu'on discute une transplantation monopulmonaire d'un seul poumon. C'est souvent chez des patients qui vont être plutôt un peu plus âgés, avec d'autres maladies associées, pour limiter en fait la récupération, enfin qui va améliorer en fait la récupération chirurgicale. Quand on fait une transplantation monopulmonaire, les patients vont récupérer plus vite chirurgicalement des suites chirurgicales, mais on sait que la durée de vie elle est un peu moins bonne. Donc sur le centre de transplantation, en tout cas à Nantes, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on transplante quasiment que des patients en bipulmonaire. La transplantation cœur-poumon, dans votre pathologie, elle est vraiment exceptionnellement discutée. C'est un accès qui est maintenant très réservé aux patients qui ont des maladies cardiaques, de malformations cardiaques congénitales, du fait de l'accès restreint en fait, à la transplantation cardiaque. On discute quasiment pas de transplantation cœur-poumon chez les patients atteints de l'âme. Donc c'est évidemment une chirurgie qui est à risque, avec des risques hémorragiques importants et qui peuvent s'aggraver évidemment si vous avez déjà eu des symphyses pleurales avec des pneumothorax et qui ont été pris en charge chirurgicalement surtout, puisqu'il va falloir décoller le poumon qu'on avait collé pour une première fois. L'âge d'accès à la transplantation, alors il est fluctuant au cours des années. Donc actuellement, on a une limite autour de 65 ans. On peut discuter de transplantation pulmonaire chez des patients qui ont plus de 65 ans, jusqu'à 70 ans chez des patients qui sont atteints d'une seule maladie respiratoire sévère et qui ne vont pas avoir d'autres pathologies associées. Pour effectivement qu'il y ait une bonne survie et une bonne qualité de vie à la suite de cette transplantation qui ne sera pas trop à risque chez des patients qui vont être plus âgés. Cette limite d'âge, elle est toujours, elle est régulièrement remise en question. Il y a 10-15 ans, on était plutôt sur une limite à 60 ans. Aux États-Unis, quand on regarde, alors pas spécifiquement sur votre pathologie, mais plutôt chez les patients qui sont atteints de BPCO et d'emphysème, chez les malades qui ont beaucoup fumé, ils sont à plus de 70 ans d'accès à la transplantation. Donc c'est des choses qui sont discutables, qui sont liées aussi aux politiques de don d'organes. Mais en tout cas, voilà, en France, il faut retenir à peu près 65 ans. Et donc on discute de cette thérapeutique quand la maladie elle s'aggrave.
qu'on n'arrive pas à la contrôler avec tous les autres traitements que mes collègues vous ont expliqués, et qu'on pense que le pronostic vital il est engagé dans les quelques années qui vont arriver. Donc comment ça se passe le déroulé quand on commence à discuter de transplantation et quand on commence à aller vers ce processus-là? Alors je vais vous expliquer ce qu'on fait dans le centre de transplantation à Nantes. C'est, je pense, à peu près comparable dans beaucoup de centres de transplantation en France, mais il peut y avoir des petites variations. Dans notre centre, on commence toujours par une première consultation, qu'on appelle la consultation pré-greffe. Donc vous voyez le pneumologue, et l'objectif c'est de faire connaissance. Donc le pneumologue il va recueillir tout votre dossier médical, toutes les informations médicales, comment vous êtes entouré, comment votre maladie elle évolue depuis les dernières années, quelle est votre fonction respiratoire, est-ce que vous arrivez à faire encore, est-ce que vous travaillez, voilà, toutes ces informations. Et il va passer un grand temps à vous informer sur voilà, comment ça va se passer, ce projet de transplantation pulmonaire. Et qu'est-ce que c'est la transplantation pulmonaire? Donc, c'est un peu ce que je vous explique aujourd'hui. Ce que je vous explique aujourd'hui, c'est ce que je dis toutes les semaines, à chaque fois que je vois un patient en première consultation pré-greffe, pour essayer d'informer le plus possible le patient dès le début du démarrage du projet. Donc, soit à cette première consultation, il y a une grosse contre-indication majeure, donc une maladie cardiaque sévère, un antécédent de cancer très récent, une infection qui ne serait pas contrôlée, qui serait très sévère. Et à ce moment-là, on arrête le projet à ce moment-là. On explique évidemment pourquoi, mais le projet ne peut pas aller plus loin. Donc, il peut y avoir des contre-indications qui sont formelles, mais qui peuvent être modifiables. Par exemple, ça peut être un problème de surpoids ou un problème de dénutrition. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Donc on ne va pas arrêter le projet là tout de suite, mais on sait qu'on ne pourra pas, en tout cas, aller tout de suite avancer vers la suite du projet. Et puis soit à cette consultation-là, on se rend compte que la maladie est finalement pas si sévère que ça, que le patient n'est pas forcément très demandeur, et on pense qu'il y a encore le temps, en tout cas, de discuter de tout ça. Et donc on propose plutôt un suivi, ça dépend un peu des patients et de la discussion. Les choses elles sont assez ouvertes. Soit le pneumologue qui vous adresse continue le suivi habituel et reviendra vers le centre de transplantation si à un moment donné ça s'aggrave de trop. Soit on propose régulièrement de se revoir par exemple 1 an plus tard pour voir comment la maladie elle évolue et si à ce moment-là il faut continuer le projet. Et puis donc quand on n'a pas de contre-indication, quand la maladie elle est suffisamment sévère et inquiétante, on va réaliser ce qu'on appelle le bilan pré-greffe. Le bilan pré-greffe, ça se déroule en hospitalisation d'1 semaine. Il y a certains centres qui organisent plutôt plusieurs petites hospitalisations de quelques jours, de 1 ou 2 jours pour réaliser les examens. Donc, nous, on réalise plutôt ça pendant 1 semaine pour bien prendre le temps d'organiser les examens et que vous n'ayez pas trop d'organisation et de courir à droite à gauche après chez vous une fois que vous serez rentré. Et puis surtout le temps de faire connaissance, que vous ayez le temps de faire connaissance avec toute l'équipe de pneumologie et du centre de transplantation, les anesthésistes, les chirurgiens. Donc c'est pour ça qu'on prend ce temps aussi qui parfois paraît assez long aux patients de venir du lundi au vendredi 1 semaine en hospitalisation pour entre guillemets juste faire des examens, mais voilà, c'est très important de voir ça comme le fait qu'on ne va pas juste faire des examens, parce qu'effectivement les examens, on pourrait vous les prescrire et vous les feriez près de chez vous. Mais c'est tout un processus qui est important pour que le patient il soit préparé au mieux à tout ça. Donc l'objectif de ces examens, c'est de rechercher toutes les contre-indications à la transplantation pulmonaire. Donc les principales contre-indications à la transplantation pulmonaire, c'est si on a une maladie d'un autre organe sévère qui va être associée à votre maladie respiratoire. Donc ça peut être
une maladie cardiaque, une maladie rénale, une maladie du foie aussi, est suffisamment en tout cas évoluée et sévère pour qu'on ne puisse pas envisager la transplantation pulmonaire. Ça peut être aussi des addictions qui ne sont pas sevrées. Bon, c'est souvent surtout le tabac qui pose souci. Alors rarement dans votre pathologie, mais dans d'autres maladies en tout cas. Et donc on demande qu'il y ait tout un travail addictologique, qu'il y ait un suivi mis en place, et qu'il y ait un sevrage total de toute consommation régulière de tabac, alcool ou drogue depuis plus de 6 mois. Évidemment des cancers actifs, soit récents ou qu'on découvre lors du bilan, puisque les médicaments qu'on va vous donner après la transplantation vont accélérer en fait la prolifération de cancers. Donc ça peut être très embêtant de ne pas avoir traité un cancer avant de mettre ces traitements-là. Et puis si on a aussi des infections actives qui ne seraient pas traitées et qui ne seraient pas contrôlées. Donc, comme je vous l'ai dit, les autres objectifs de ce bilan pré-greffe, c'est de donner un maximum d'informations. Vous avez déjà eu lors de la première consultation, mais c'est souvent une longue consultation et on sait bien qu'on retient à peu près la moitié de ce qu'on a dit. Donc on redit tout ça pendant toute la semaine. Nous, ça nous permet de rencontrer votre entourage, qui va pouvoir vous soutenir après, une fois que vous serez transplanté, quand vous allez récupérer la chirurgie et qu'il faudra donner des informations à vos proches. C'est important de préparer aussi votre entourage à tout ça. Et puis nous, ça nous aide, parce que quand on a déjà rencontré votre entourage, c'est aussi plus facile de s'adapter quand on a déjà fait connaissance. Et puis c'est l'occasion de rencontrer aussi un patient greffé. C'est un moment précieux que les patients aiment particulièrement, puisque ça va permettre vraiment d'échanger, comme vous le faites là ce week-end, entre patients, de propres expériences avec le point de vue du patient et pas le point de vue du médecin et de choses scientifiques. Donc dans le bilan, les examens qu'on va réaliser, c'est essentiellement un scanner du corps entier. Donc je pense que vous connaissez à peu près cet examen-là. Des EFR complets, une échographie cardiaque et puis des Doppler des vaisseaux pour aller mesurer la taille des artères et des veines au niveau du cou et au niveau des aines. Un examen qui peut être un peu impressionnant, qu'on ne réalise pas toujours, ça va dépendre de l'âge du patient et de l'échographie cardiaque. C'est une mesure invasive du fonctionnement cardiaque qui s'appelle le cathétérisme cardiaque droit et ou la coronarographie. Quand on le fait dans le même temps, hein, ces deux examens-là, mais parfois on fait que l'un ou que l'autre. Donc on passe un petit guide, soit par une artère, soit par une veine, ça dépend de l'examen qu'on veut pratiquer. On peut passer au niveau du poignet, au niveau du cou ou au niveau de l'aine. Et puis on monte cette petite sonde jusqu'au cœur pour aller faire des mesures en fait, de pression avec cette petite sonde qui mesure les pressions et qui va pouvoir donner des informations extrêmement précises sur comment fonctionne le cœur. Comment il se contracte, est-ce qu'il y a une fatigue particulière. La coronarographie, elle permet de voir en détail donc les artères coronaires qui vascularisent le cœur et qui peuvent être parfois bouchées. Quand elles sont bouchées, c'est ce qu'on appelle l'infarctus. Hein. Donc ça arrive quand on a beaucoup fumé, avec l'âge, quand on a beaucoup de cholestérol. Donc c'est un examen qu'on fait systématiquement quand on a plus de 50 ans. Donc on fait aussi un grand bilan avec une grande prise de sang, souvent un gaz du sang, pour mesurer le taux d'oxygène précisément dans le sang, le taux d'oxygène et le taux de gaz carbonique, qui est un signe de gravité de la maladie. Donc on le fait soit sans oxygène si c'est possible, soit avec oxygène quand les patients ils sont vraiment sévères et qu'ils ne peuvent pas du tout quitter leur oxygène. C'est l'occasion aussi de faire donc des consultations un peu multiples. L'objectif,
Donc, la consultation ORL, c'est d'aller voir toute la sphère ORL, être sûr qu'il n'y ait pas, surtout ça peut être des infections plutôt. Le stomatologue, c'est plutôt l'état dentaire, être sûr qu'il n'y ait pas d'infection, de dents qui sont en mauvais état, et avec les médicaments qu'on mettrait après la transplantation, il pourrait y avoir un gros abcès dentaire et une grosse complication. Donc on traite voilà, des dents malades et abîmées avant d'engager la transplantation pulmonaire. La consultation dermatologue, c'est plutôt d'être sûr qu'il n'y ait pas un petit début de mélanome, un petit début de cancer, pour justement pouvoir l'enlever et le prendre en charge avant de mettre ces traitements qui vont, je vous ai dit, accélérer le processus cancéreux. Hein. La consultation gynécologue, donc pour les femmes, l'objectif, c'est plutôt aussi au niveau d'un risque de cancer, et les urologues, c'est plutôt chez les hommes, c'est le cancer de la prostate qu'on recherche surtout. Alors, un long temps de consultation, c'est la rencontre avec l'anesthésiste. L'anesthésiste, donc il vous voit toujours avec votre personne de confiance, au minimum, et ça peut être aussi d'autres personnes de votre famille. Il n'y a pas de limite particulière au nombre de personnes qui peuvent vous entourer lors de cette consultation-là. L'objectif de l'anesthésiste, c'est de préparer le temps chirurgical et de vous expliquer voilà, au mieux et le plus en détail possible comment, au bloc opératoire, ça va se passer très précisément. Qu'est-ce qu'on va mettre comme perfusion, à quel moment on va vous endormir. Et puis, il va aussi beaucoup détailler les suites juste après le bloc opératoire, à quel moment on vous réveille, où est-ce que vous allez après, et toute la période de réanimation, qui peut être une période un peu troublante pour les patients, parce que c'est des services qui sont assez impressionnants. Donc, c'est l'occasion, souvent, ils vous font rencontrer, ils vous font aller en réanimation pour voir comment est le service. Et puis donc ils vont vous expliquer en réanimation comment ça peut se passer, les complications qu'il peut y avoir. Donc c'est une consultation qui est longue et souvent assez perturbante. Il y a beaucoup de patients qui sont assez inquiets après cette consultation-là, parce qu'on leur donne vraiment tous les détails de tout ce qui peut se passer au mieux et au pire aussi. Donc voilà, c'est un long temps d'au moins 1h30 de consultation. La plupart du temps, c'est un moment de rencontre avec le chirurgien. Alors le chirurgien, effectivement, il vient surtout regarder la taille du thorax, des choses très précises au niveau chirurgical. C'est une consultation assez rapide, parce que lui, il ne réexplique pas tout ce que l'anesthésiste vous a déjà expliqué. Et puis il y a bien sûr toute l'équipe de psychologues de pneumologie qui est là pour vous accompagner. Alors ça peut être dès le début, dès la première consultation, et puis tout au fil du processus. C'est vraiment à l'appréciation du patient. En tout cas, il y a obligatoirement une consultation avec le psychologue de l'équipe pour et vous aider et vous rencontrer et s'adapter au mieux par la suite en fonction de comment les choses vont se passer. Donc, une fois qu'on a fait le bilan pré-greffe, comment ça se passe? Donc, même chose que quand on a fait la consultation, on peut mettre en évidence certaines maladies graves, des cancers ou des infections, je vous ai dit. Donc, s'il y a des choses comme ça, effectivement, on va contre-indiquer la transplantation pulmonaire. Et donc, les choses peuvent s'arrêter là. Comme je vous ai dit déjà, il peut y avoir des contre-indications qui sont temporaires. Donc, si on n'a pas arrêté de fumer depuis plus 6 mois, s'il faut reprendre du poids ou en perdre, voilà, c'est des choses, on va dire, bah, là, on ne peut pas vous inscrire sur liste d'attente. Mais par contre, bah, voilà, il faut voir une diététicienne, faire des choses pour qu'on se revoie dans quelques mois et qu'on puisse vous inscrire à ce moment-là. Et puis, soit là encore, la maladie, on l'a mieux identifiée, mieux bilantée, avec tout ce grand bilan qu'on a fait pendant une semaine. Et finalement, on se rend compte que, bien sûr, cette maladie, elle est sévère et invalidante, mais encore pas suffisamment sévère pour que toutes les contraintes de la transplantation et tous les risques
qu'on va prendre avec vous et qu'on va engager, ils vont pas suffisamment peser dans cette balance. Donc à ce moment-là, on continue à vous suivre. Donc c'est assez variable, on peut adapter le suivi tous les 6 mois ou tous les ans, et on ne reprend pas forcément la main par rapport à votre pneumologue qui vous a adressé si ce n'était pas nous, qui vous suivions avant. Donc on peut faire une alternance, et puis on réactualise le bilan pour qu'au cas où votre maladie s'aggraverait d'un coup d'un seul et qu'on ne l'aurait pas prévu, parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on a une petite idée, mais qui n'est pas parfaite des choses, de ce qui vont se passer. Et donc, pour être un peu sécurisé, on réactualise votre bilan pré-greffe quand on pense que votre maladie, elle peut s'aggraver vite. Et donc, on ne refait pas toute la semaine d'hospitalisation, mais on vous revoit sur une journée où on refait au moins le scanner, l'échographie cardiaque, la consultation avec l'anesthésiste et les psychologues. Pour faire en sorte que s'il devait y avoir une aggravation et qu'on devait discuter d'une inscription rapidement, on pourrait le faire sans attendre plein d'examens. Et puis si votre maladie elle est suffisamment sévère, très évolutive, et qu'on est très inquiet pour la suite, et qu'il n'y a pas du tout de contre-indication, le dossier, il est présenté à ce qu'on appelle le staff de transplantation. Ce n'est pas le pneumologue tout seul qui prend cette décision, qui est lourde de conséquences et difficile à prendre. Et donc au staff de transplantation à Nantes, il y a des pneumologues, des cardiologues, les anesthésistes, les chirurgiens et les psychologues. Et on va tous discuter ensemble pour essayer de trouver ce qui nous paraît le plus adapté pour que vous ayez le plus de bénéfices possible et le moins de risques possible aussi. Et donc quand on pense que vraiment la transplantation elle peut vous rendre service, on vous inscrit sur liste d'attente de transplantation, et le délai alors je vous ai mis 6 mois parce qu'il faut vous mettre un chiffre, mais c'est très très variable en fonction des moments, des centres, de beaucoup de choses. Et donc au moment où on vous inscrit, on peut vous dire un peu plus précisément quel est le délai d'attente en ce moment, mais en tout cas, il faut retenir que c'est quelques mois, rarement dans des cas un peu compliqués, de patients qui vont avoir besoin de poumons qui seraient très petits ou très gros, avec des problèmes de ce qu'on appelle d'anticorps et de problèmes immunologiques, surtout chez des femmes qui auraient eu beaucoup de grossesse ou beaucoup de transfusions. Ça peut poser des soucis d'accès pour trouver des organes compatibles. Et donc à ce moment-là, effectivement, parfois l'attente elle peut être d'environ 1 an, c'est rarement plus que ça. Et donc toute la discussion elle est là. C'est vraiment une histoire de balance bénéfice-risque, et donc je vous ai écrit que c'était une décision médicale partagée, parce qu'il y a évidemment notre avis médical qui compte, mais il y a aussi surtout votre ressenti des choses qui comptent aussi, pour trouver la meilleure décision pour que vous ayez le plus de bénéfices et le moins de contraintes et de risques à cette décision. Donc les bénéfices de la transplantation, c'est que on améliore la survie, plus d'essoufflement, plus d'oxygène, et puis on peut récupérer une vie sociale et professionnelle qui est parfois franchement limitée quand la maladie elle est très très grave et qu'on ne peut plus faire grand chose. Les contraintes et les risques de ce projet, c'est donc évidemment le temps chirurgical, qui est un long temps chirurgical et de travail pour les anesthésistes et les chirurgiens. C'est au moins 6 heures de chirurgie, donc c'est une chirurgie qui est pratiquée suffisamment régulièrement pour qu'on puisse appréhender tous les risques, mais qui reste une chirurgie dans toutes les chirurgies pratiquées les plus à risque. Donc c'est souvent les risques d'hémorragie et d'arrêt cardiaque qui sont les plus fréquents. Les autres contraintes et risques, ça va être tous ceux qui sont liés aux médicaments que vous allez avoir après la transplantation, pour que ces poumons qui ne sont pas les vôtres ne puissent pas être reconnus comme étrangers à votre corps, et que votre corps n'attaque pas en fait ces poumons qui sont étrangers. Donc c'est les médicaments, je vais vous en parler après, qui sont des médicaments anti-rejet ou immunosuppresseurs.
Et puis les contraintes qui sont liées aussi au suivi, puisque même si vous n'avez plus de larmes, plus de dyspnée, plus d'oxygène au niveau pulmonaire, le suivi va être aussi très contraignant et assez lourd pour la suite. Donc comment ça se passe? Donc, je vais vous redétailler par la suite là, les bénéfices et les risques et les contraintes de tout ça. Le jour de la transplantation pulmonaire, comment ça se passe? C'est toujours un appel en urgence. Hein. On ne peut jamais prévoir quand est-ce que ça va arriver. On dit aux patients que c'est souvent, bizarrement, hein, sans qu'on puisse trop savoir pourquoi, c'est souvent la nuit qu'on vous appelle. Donc il y a des patients qui s'organisent avec qu'un seul téléphone, d'autres qui achètent un téléphone avec un numéro dédié pour que avoir ce téléphone-là, et puis pas avoir leur téléphone portable dès qu'il sonne à chaque fois. Est-ce que ça peut être la transplantation? Donc voilà. Donc on vous appelle en urgence. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les chirurgiens, ils ne sont pas encore partis chercher les poumons qui sont parfois à l'autre bout de la France. Donc nous, on a validé en fait la transplantation pulmonaire sur dossier grâce au scanner et grâce à tout le dossier médical qu'on va avoir du donneur. Mais les chirurgiens n'est pas encore partis. Pour limiter vraiment, l'objectif c'est de limiter le temps où on va extraire le poumon du corps du donneur et qu'on va pouvoir le réimplanter. Donc on vous fait toujours venir rapidement alors qu'on n'a encore pas l'heure à laquelle le poumon va revenir. Enfin, les poumons vont revenir. Donc ça peut être source parfois d'angoisse, mais tout est l'important de préparer bien justement le patient à tout ça. Donc on vous fait venir à Nantes, dans le centre de transplantation. Les infirmières, elles vous préparent, elles refont une prise de sang, une radio, un petit bilan rapide. Et puis l'anesthésiste vient vous revoir. Et puis une fois qu'on a l'organisation un peu plus précise des choses qui se fait pendant que vous allez faire votre trajet, que vous allez être préparé, eh bien, vous descendez au bloc opératoire. La chirurgie, il faut compter, donc je vous ai dit, 6 heures de temps chirurgical et de travail pour les chirurgiens. Mais quand on rajoute le temps où vous allez descendre, le temps qu'on vous endorme, le temps que vous sortiez du bloc opératoire et que les choses soient suffisamment stables, en fait, pendant à peu près 12 heures, nous et votre entourage, on ne va pas avoir de nouvelles de ce qui se passe. Donc ça peut être un temps assez long. Après cette chirurgie, donc les patients ils vont systématiquement en réanimation chirurgicale et on ne réveille pas comme une chirurgie classique, donc on n'est pas réveillé en salle de réveil, on est réveillé après en réanimation et le réveil il va se faire très progressivement. Alors ça peut être parfois en quelques heures, 20-24 heures pour les patients qui vont être très vite stabilisés avec une chirurgie qui s'est passée vraiment sans difficulté, pas de saignement, un patient qui récupère très vite. On va pouvoir progressivement réveiller le patient, enlever les machines qui l'aident pour respirer et du coup vous réveiller. Dans la plupart des cas, c'est quand même plusieurs jours qu'il va falloir pour arriver à cette stabilité et l'absence de complications pour pouvoir enlever les machines qui vont vous aider à respirer, faire en sorte que les nouveaux poumons ils refonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Donc c'est une vraie période d'instabilité, hein, ce moment de réanimation. Quand on vous met comme ça plein de perfusions et plein de machines en fait, qui vont vous aider à passer ce cap-là, ça reste une période très à risque aussi de complications. Donc les réanimateurs ils disent souvent hein, que la réanimation il peut se passer très vite des choses dans le bon sens comme dans le mauvais sens. En quelques heures en fait ça peut aller très vite. Donc on a des patients qui peuvent être très vite très bien et donc enlever cette machine là pour respirer, vous réveiller et que vous puissiez rediscuter avec vos proches. Et puis parfois ça peut être beaucoup plus long, plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est souvent le moment où on fait beaucoup de fibroscopies. Les fibroscopies bronchiques, c'est un examen comme je vous ai mis là sur la photo,
l'objectif, c'est d'aller voir les sutures pulmonaires que les chirurgiens ont fait au niveau des bronches, pour aller voir comment ça cicatrise, et puis aspirer toutes les sécrétions qui vont pouvoir provoquer des infections et qui vont vous gêner à respirer, comme avec vos douleurs qui sont contrôlées par la morphine. Les patients, ils décrivent pas beaucoup de douleurs. Alors, en réanimation, on a aussi beaucoup de médicaments qui font oublier aussi beaucoup de choses, mais la douleur, c'est pas quelque chose de très prédominant dans ce que les patients rapportent, en tout cas. Et donc, en tout cas, quand même, avec la limitation et les sutures et tout ça, on a du mal à tousser et à se désencombrer. Donc, cet examen, il sert à ça aussi. Soit quand vous êtes réveillé, on passe par le nez, et puis après, entre les cordes vocales et dans les poumons. Donc ça donne surtout une sensation en fait, d'avaler de travers plus que de douleur. C'est pas un examen qui est très très douloureux, mais c'est un examen qui est quand même tout de même assez inconfortable parce qu'il donne cette sensation d'un peu étouffé, en tout cas sur le moment du passage du tube, comme si vous avaliez de travers. C'est une sensation qui passe au bout de quelques secondes, mais qu'il faut réussir à maîtriser dans les premiers examens. Alors quand vous êtes en réanimation et que vous êtes endormi, bon, bah, c'est bien plus simple parce que le moment de la réanimation, quand vous êtes endormi, vous respirez avec une machine respiratoire, et donc il y a un tuyau, un tube qui est soit dans la bouche ou soit dans le nez, relié à la machine, et donc on passe directement par ce tube-là en fait, pour faire ces examens-là. Donc en réanimation, ce qu'on cherche, c'est vraiment de vous stabiliser sur tous les plans, en fait, sur tous les organes, qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il y ait, au niveau respiration, vous respiriez bien, qu'il n'y ait quasiment plus besoin d'oxygène, que la machine ne vous aide plus beaucoup à faire l'exercice de gonfler les poumons, que le cœur aille bien, que la tension soit normale. Donc quand tout ça est OK, vous sortez de réanimation, et puis après vous allez dans les services de pneumologie. L'objectif de la suite, c'est de reprendre rapidement la marche, de reprendre rapidement à manger. Alors ça se fait quand même progressivement, parce que la chirurgie, elle atteint quand même les diaphragmes, enfin en tout cas elle va tirer sur les diaphragmes, et les diaphragmes ils sont juste au-dessus du tube digestif et surtout de l'estomac. Les patients ils ont souvent aussi une reprise d'alimentation assez longue, avec une alimentation qui est adaptée au début, et qu'on ne reprend pas à manger un steak haché frites dès le lendemain. Donc c'est le temps aussi de continuer ce qu'on a commencé avant la transplantation, hein, de continuer à vous éduquer sur les médicaments, de vous expliquer comment il faut les prendre, à quoi ça sert, quels sont les effets secondaires, pour vous rendre le plus autonome possible, une fois qu'après vous allez être à la maison, et que bien sûr on sera là pour répondre à vos questions par téléphone, mais on ne sera pas avec vous au quotidien. Il y a toute une éducation sur les habitudes de vie qu'il va falloir prendre, et puis le régime aussi alimentaire qui est un peu modifié après la transplantation. Ensuite, après la pneumologie, vous allez en réhabilitation respiratoire pour reprendre au niveau musculaire rapidement, parce que souvent quand votre maladie respiratoire elle était suffisamment évoluée, vous ne pouviez plus forcément faire beaucoup d'exercices, donc vous avez perdu beaucoup de muscles, donc pour que vous profitiez vite de ces poumons qui vont bien fonctionner et que vous n'allez plus être essoufflé, il faut que vous récupériez aussi rapidement au niveau musculaire. Donc toute cette phase elle est quand même très longue. Elle dure de 1 à 3 mois en moyenne. Alors c'est des chiffres statistiques, hein. Il y a des patients effectivement alors c'est rarement moins d'1 mois. Il y a des patients qui font de multiples complications et qui vont malheureusement rester de longs mois exceptionnellement au CHU de Nantes, mais c'est plutôt autour de 1 à 2 mois quand ça se passe pas trop mal. Donc il faut comprendre que cette transplantation pulmonaire, il faut voir ça comme une nouvelle maladie. Une nouvelle maladie et du coup une nouvelle vie avec des avantages et des inconvénients. Alors c'est évidemment une lourde opération, mais pas que. C'est une guérison de votre maladie respiratoire, hein, de votre maladie pulmonaire, parce qu'on a dit plus d'oxygène, plus d'essoufflement, et que les nouveaux poumons, en tout cas au début, il ne va pas y avoir de soucis, c'est des poumons qu'on sait qui vont bien fonctionner, vous n'allez pas du tout avoir de problèmes respiratoires par la suite, mais il ne faut pas non plus voir ça comme une guérison. Et donc cette notion de nouvelle maladie, elle est très importante.
Alors l'objectif de tout ça, c'est que vous ayez une nouvelle maladie, mais que celle-ci, elle soit évidemment moins sévère et moins contraignante que celle que vous aviez avant. Alors pourquoi on dit ça? Parce que nouvelle maladie, nouveaux médicaments, et donc nouveaux effets secondaires. Et c'est toute la difficulté des contraintes de la transplantation pulmonaire, c'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de médicaments, et beaucoup de médicaments avec des effets secondaires qui sont assez lourds. Alors, souvent, quand votre maladie elle évolue, vous l'avez déjà, hein, c'est le Certican et Vérolimus. Donc ça, c'est qu'une petite partie de tout le traitement que le transplanté il va avoir, et des effets secondaires en tout cas que vous pouvez avoir. Donc les principaux effets secondaires, c'est rapporté par les patients et puis que nous on peut observer en consultation, c'est la fatigue, les tremblements, les problèmes digestifs, et puis donc plutôt sur des complications que nous on va. Alors je vous ai ce que vous pouvez, enfin ce qui peut vous embêter, c'est le changement corporel aussi, et qui peut poser quand même des soucis effectivement médicaux, parce que quand les patients prennent plus de 20 kg, ça donne des conséquences au niveau cardiaque qui peuvent être parfois embêtantes. Et puis donc ces médicaments-là, ils peuvent être pourvoyeurs d'apparition d'autres maladies, notamment la cortisone qui peut donner du diabète, les médicaments anti-rejet qui sont toxiques pour les reins, donc ça donne quasiment tout le temps une insuffisance rénale qui va être plus ou moins sévère en fonction des patients. Il y a des patients qui vont avoir une fonction rénale qui va rester quasiment normale, et il y a des patients qui vont vite s'aggraver avec des reins qui peuvent avoir été fatigués parfois avant aussi la transplantation, hein, ça n'aide pas forcément évidemment. Et donc on peut avoir des patients qui se retrouvent dialysés et voire transplantés de reins après la transplantation pulmonaire. Ces médicaments qui sont donc des médicaments anti-rejet et immunosuppresseurs, l'effet secondaire observé régulièrement, c'est les infections. En fait, on diminue votre système immunitaire pour que votre système immunitaire puisse accepter ces nouveaux poumons qui ne sont pas les vôtres. Et donc on laisse la place à la survenue d'infections qui peuvent être des infections parfois banales, mais qui peuvent vite s'aggraver si elles ne sont pas traitées rapidement. Et puis il y a un petit risque d'augmentation de cancer, alors sur plusieurs années de traitement. Donc le risque de cancer, il évolue aussi évidemment avec l'âge qui avance, mais on augmente un peu ce risque aussi avec les médicaments. Les contraintes de prise de ces médicaments, c'est que c'est de la prise à heure fixe, matin et soir. Alors on a des nouveaux médicaments maintenant qu'on peut faire prendre une fois par jour, mais au début de la transplantation, on aime plutôt que vous preniez matin et soir à heure fixe, donc avec 12 heures d'intervalle. Donc il y a des patients qui font 8h, 20h ou 6h, 18h, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Et puis ça nécessite une observance importante, puisque quand on oublie son traitement, on peut avoir quand même un risque de rejet avec le taux de médicaments qui va vite baisser, donc le système immunitaire qui se réveille et qui peut attaquer ses poumons. Donc les bénéfices de cette nouvelle maladie, je me répète, mais donc, il n'y a plus d'essoufflement, plus d'oxygène, il peut y avoir une reprise du travail qui est souvent adaptée et discutée, et souvent au bout de au moins 1 an après cette transplantation pulmonaire. Ça peut être un temps de travail adapté, et parfois on peut discuter des adaptations aussi de poste en fonction de risques justement d'infection. Par exemple, des patients qui travailleraient avec des enfants qui sont souvent malades, donc ça peut poser souci. Donc il peut y avoir des discussions comme ça chez des patients jeunes qui veulent reprendre le travail par la suite. On peut évidemment reprendre beaucoup de loisirs et de vie sociale. Alors ça reste adapté, on ne peut pas tout faire évidemment, mais par contre l'activité physique, ça pose par contre aucun souci. Une fois qu'on a récupéré au niveau musculaire, les choses sont cicatrisées. Et donc c'est même très encouragé, et ça fait partie intégrante en fait du traitement du transplanté pulmonaire, et de votre maladie aussi à l'heure actuelle probablement. Donc ça peut être des activités artistiques, il y a des patients qui voyagent et qui prennent l'avion
dans des pays qui ne sont pas trop à risque d'infection, ou en tout cas avec des choses qui sont bien programmées. Et donc on a des patients qui sont partis en Afrique, à La Réunion, en Martinique, voilà. Donc ça peut être des choses, des voyages qui peuvent être assez loin. Et puis on peut bien sûr retourner au restaurant, au cinéma, au musée, des choses que vous ne pourriez pas forcément faire avec l'oxygène et l'essoufflement. Et l'objectif aussi, c'est quand même une meilleure survie, puisqu'on a dit, quand on évoque ce projet-là, on pense que dans quelques années, votre maladie, elle sera très très sévère. Donc les contraintes et les risques, je vais passer rapidement, mais ça nécessite un suivi quand même rigoureux de tout ça, pour que ça marche bien. Il faut vraiment que le patient il ait bien compris ça et qu'il soit actif en fait dans son suivi et qu'on soit en collaboration en fait avec vous. Donc les médicaments et les effets secondaires, je vous ai détaillé. Toute la stratégie de risque et du coup des contraintes, c'est de limiter les infections. Effectivement, ça peut poser des contraintes pour certains patients, notamment d'aller dans des magasins en pleine épidémie grippale sans se protéger. C'est des choses qu'on ne conseille vraiment pas, surtout dans les mois qui vont suivre la transplantation. On déconseille très fortement aux patients de faire ce genre de choses dans les 3 mois qui vont suivre la transplantation. Alors par la suite, et quand on est plutôt sur des moments d'été et des magasins moins bondés, moins de risques infectieux, donc c'est des choses évidemment que vous allez pouvoir refaire, mais ça nécessite quand même de s'adapter et donc des contraintes. C'est un peu la même chose pour les fêtes de famille et les jeunes enfants. Alors il ne s'agit pas que vous n'ayez plus d'enfants et de les mettre à garder quelque part ailleurs, mais voilà, le contact avec les enfants et d'autres personnes qui sont malades en pleine épidémie grippale qui vous protégeraient pas, effectivement ça peut poser quand même des soucis pour vous et parfois des complications graves. Donc toute l'adaptation du travail, le risque d'exposition à l'humidité et à la terre, parce que dans la terre, il y a un champignon qui peut être toxique en fait, qui peut être à risque d'infection chez les transplantés d'organes, qui peuvent donner des infections graves. C'est pareil pour la poussière, en fait, on retrouve un champignon souvent dans la poussière. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut 0 poussière, mais quand on va dans son grenier avec plein de vieux cartons, il vaut mieux mettre un masque pour faire ce genre de choses. La vaccination, elle est aussi très très importante. Donc on essaye de vacciner et de mettre à jour le plus de vaccins qu'on peut avant la transplantation. Et puis on fait des rappels réguliers de tout ce qu'on peut faire après la transplantation pour vraiment protéger au maximum les patients avec tous les vaccins qu'on peut avoir. Les prises de sang, elles sont régulières. Au départ, c'est une fois que vous êtes rentré chez vous, après les 2-3 mois d'hospitalisation, c'est au moins une prise de sang par semaine, voire 2 fois par semaine. Le suivi, il est organisé en hôpital de jour dans le centre de transplantation. Donc on vous voit au départ tous les 15 jours, une fois que vous êtes rentré chez vous, sur une longue journée d'hospitalisation qui peut être parfois très fatigante pour les patients. Parce qu'on vous voit à jeun avant que vous preniez vos médicaments. Donc souvent les patients ils viennent entre 7h et 7h30 le matin. Ils ont tous les examens et les consultations et parfois on vous laisse repartir que vers 16-17h. Donc pour des patients qui peuvent parfois habiter à Nantes, c'est le seul centre de transplantation du Grand Ouest. Après c'est Paris et le plus proche c'est Bordeaux. Donc tous les Bretons et les Brestois vont soit à Nantes ou à Paris, mais en tout cas ont 3 voire 4 heures de route parfois. Donc ça peut être effectivement extrêmement fatigant au début, mais c'est nécessaire pour qu'on s'assure que tout se passe bien. Et puis petit à petit on va espacer, on vous voit tous les mois la première année globalement, et puis ensuite tous les 3 mois. À ça ajoute tout ça la surveillance annuelle, donc de vaccins, de dermatologues, pour essayer de prévenir éventuellement la de complications et de cancer. Donc c'est des choses qui peuvent impacter beaucoup la vie des patients et qui peuvent être parfois un peu lourdes à certains moments de la transplantation. Et puis les réhospitalisations, s'il y a des complications qui sont rarement programmées, elles sont très fréquentes les 2 premières années. On dit que les 2 premières années,
souvent compliquées et il ne faut pas trop prévoir grand-chose, ou en tout cas quand on prévoit, il faut se laisser dans un coin de sa tête que potentiellement ça peut être annulé. Donc c'est souvent pour des infections ou des risques de rejet, et la fonction du poumon qui serait abaissée, qu'on ne comprendrait pas forcément pourquoi, ça occasionne des hospitalisations fréquentes. Donc ça a un impact sur le travail, la famille et les loisirs, évidemment, de réhospitaliser régulièrement des patients de façon non programmée. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà. Merci. Oui. Vous ouvrez où pour l'opération de transplantation? Oui, c'est vrai que par le sternum ou sur le côté? On ouvre sous la poitrine. Là. Horizontal? Oui. Là et là. Donc vous cassez les côtes? Non. On écarte les côtes avec effectivement des grands écarteurs puissants. Parfois, il y a des fractures de côte, mais c'est pas la plupart du temps. On n'enlève pas de côte, en tout cas, pour avoir accès, et on ne casse pas volontairement. En fait, les muscles ils sont suffisamment souples pour que les côtes elles puissent s'écarter. Et puis les poumons, en fait, un poumon gonflé, effectivement, ça prend beaucoup de place, mais un poumon dégonflé, en fait, c'est tout petit. Donc ça passe assez facilement entre les côtes. Où sont les centres de transplantation? Donc les centres de transplantation, il y en a 10 ou 11 en France. Il y a Nantes, Paris, ils sont 3 centres, Foch, Bichat, Marie-Laine-Longue. Ensuite sur le nord, donc, vous allez avoir Strasbourg, et puis le sud, vous avez Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. Voilà, je crois que Une dernière question, est-ce que... Oui, j'ai peut-être pas compté tous les centres parisiens, mais on était 11 avant, mais effectivement il y a Grenoble qui a fermé. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne actuellement. Le sirolimus est repris après, ou est-ce qu'il y a un autre anti-rejet? C'est plutôt un autre anti-rejet, un autre type d'immunité. Donc, en tout cas, le mécanisme anti-rejet immunosuppresseur est recherché et assez équivalent au sirolimus ou à l'éverolimus, mais ça va agir sur une voie différente du système immunitaire, donc les effets secondaires ne vont pas être les mêmes. Alors le risque infectieux est équivalent, mais les effets secondaires que vous pouvez avoir plutôt avec le sirolimus, des effets secondaires qui sont souvent cutanés, d'AF, de choses comme ça, sont exceptionnels en fait avec les autres traitements anti-rejet. Le sirolimus et l'éverolimus, c'est une grande famille d'anti-rejets qui s'appelle les inhibiteurs de la mTOR. Et en transplantation, en tout cas, initialement, après la transplantation, on utilise plutôt les anticalcineurines, ça s'appelle. Voilà. Merci. Ouais, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est la réapparition de la lame lorsqu'il y a une transplantation mais d'un seul poumon. Alors, est-ce que ça arrive? Et si on a une double transplantation, est-ce que ça arrive aussi que la lame revienne? Théoriquement, ça peut arriver. En fait, c'est comme toutes les maladies, enfin quasiment toutes les maladies qu'on va transplanter au niveau pulmonaire, on a régulièrement cette question. Donc, en théorie, ça peut resurvenir. Après, le temps de développement de la lame est tellement long qu'avant de arriver à une maladie suffisamment sévère pour qu'on soit avec une lame qui pose souci sur des poumons transplantés, en plus avec des médicaments anti-rejet qui vont franchement limiter l'évolution, c'est exceptionnel. Merci, docteur. On va pas trop poser de questions, mais s'il y a quand même une question, quelqu'un qui veut poser une question par là. Encore derrière Encore la Suisse. La question de don d'organes.
la question de don d'organes. Je sais en Suisse, il nous manque des organes, il y a des listes d'attente, il y a des patients qui meurent en attendant un rein ou des poumons. Comment est la situation en France? Et légalement, comment ça se passe? Est-ce que si quelqu'un meurt dans un accident de voiture, on peut prélever les organes en estimant qu'il a l'accord a été donné, ou est-ce que la loi est différente? Comment est-ce que est la situation? La loi, elle a changé en France. Alors, j'ai plus les dates, mais il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, je pense, pour faire en sorte qu'effectivement, chacun de nous en France est donneur, sauf si on s'y est opposé de son vivant. Donc ça a changé un peu les choses, et puis il y a eu quand même autour de ça évidemment de grandes campagnes pour promouvoir le don d'organes, parce que même si chacun de nous en France est potentiellement donneur, et même si on n'a pas exprimé forcément de refus de notre vivant, il peut y avoir la famille au moment du décès qui est déjà un décès extrêmement traumatisant pour la famille, et des familles qui refusent, même si on ne retrouve pas forcément de patient qui s'est opposé de son vivant. Donc tout ce travail de campagne est évidemment extrêmement important pour continuer à promouvoir le don d'organes et qu'on continue à avancer. En parallèle de ça, en fait, ce qu'on appelle l'allocation des greffons au niveau pulmonaire. Alors, au niveau des autres organes, je connais vraiment moins bien, mais au niveau pulmonaire, les choses elles se sont pas mal modifiées, et donc on a maintenant très rarement des patients qui décèdent sur liste de transplantation. On a probablement encore les difficultés de patients qui n'accèdent pas à la transplantation avant de décéder, qui sont mal orientés, qui sont pas forcément bien suivis, pas bien informés, pas adressés ou adressés trop tard au centre de transplantation. Mais des patients qui décèdent sur liste, c'est maintenant très très exceptionnel. On a mis en place en France ce qu'on appelle l'accès à la super urgence. Alors ça reste quand même des cas très précis, avec des contraintes médicales, enfin des critères médicaux extrêmement précis. Et puis c'est soumis, en tout cas dans la LAM, il n'y a pas d'accès normalement écrit à la super urgence. Mais on peut toujours avoir recours à un accès dérogatoire qui est soumis après à des experts de transplantation qui vont donner une réponse. Et souvent, quand le patient il est en réanimation et que c'est une histoire de jours de survie, on va pouvoir avoir un accès en super urgence. Et donc cet accès en super urgence, il donne la priorité nationale à ce patient qui est inscrit. Alors s'il y a d'autres patients, évidemment, en super urgence, ça rentre un peu en compétition. Mais en tout cas, ça permet de sauver beaucoup de patients à ce moment-là. Et donc cet accès, il dure 8 jours, et on peut le renouveler une fois, très rarement 2 fois. Il y a combien de transplantations annuelles au pulmonaire En France, on a à peu près 300 transplantations pulmonaires. Pas que pour la LAM, non. La première cause de transplantation en France, c'est ce qu'on appelle la bronchite chronique obstructive et l'emphysème, qui sont des maladies souvent liées au tabac, mais pas que. Donc ça, c'est la première cause. Pas très très loin devant la mucoviscidose. Alors, ça a beaucoup changé en fait. En 2020, les patients atteints de mucoviscidose, ils ont eu un traitement qui est arrivé sur le marché et qui a complètement transformé la maladie. Et donc depuis 2020, on n'a quasiment plus transplanté de patients atteints de mucoviscidose, mais la mucoviscidose, c'était la première cause de transplantation avant en France. Et puis on a les patients atteints de fibrose pulmonaire qui sont de mieux en mieux suivis grâce au centre de compétences maladies rares, qui accèdent aussi de plus en plus maintenant à la transplantation pulmonaire. Effectivement, la LAM, c'est une toute petite partie exceptionnelle en fait, de tous les transplantés pulmonaires. Connaissez-vous actuellement les taux de survie à 2, 5 et 10 ans après une telle transplantation ?
Alors, on connaît les taux de survie parce qu'il y a des statistiques et vous pouvez les retrouver. Hein, c'est en accès libre sur l'agence de biomédecine. Et donc, vous avez accès libre, que vous soyez patient ou médecin, peu importe, tout le monde a accès à ces données-là. Après, il faut avoir en tête que ça reste des chiffres et que les statistiques, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, pour nous, en tant que médecins, pour faire des études scientifiques, effectivement, c'est très important. À l'échelle individuelle d'un patient, moi, je donne rarement les chiffres parce que je peux vous les donner si vous voulez absolument. Mais je donne rarement les chiffres parce que effectivement, ce qu'on dit, c'est à peu près 50% de survie à 10 ans. Elle est autour de 10 ans la moyenne de survie d'un transplanté pulmonaire. Mais comme en fait, c'est très étalé. Et c'est pas du tout la majorité va décéder à 10 ans, et puis un petit peu avant et un petit peu après. C'est vraiment très très étalé entre 2 et 30 ans en fait. Donc chaque année, en fait, il y a des patients qui meurent quand on fait des statistiques comme ça. Et donc ça nous donne une moyenne de 10 ans. Mais à l'échelle individuelle d'un patient, pouvoir dire oui, vous avez une survie à 3 ans, à 10 ans ou à 30 ans, impossible. Et on sait de quoi il meurt? Oui, mais non, on ne sait pas de quoi il meurt, c'est ça? Si, la première cause de décès, c'est ce qu'on appelle le rejet chronique. Et on sait que c'est un phénomène qui arrivera quoi qu'il arrive, en fait. Donc effectivement, le rejet chronique, c'est ce même phénomène dans plein d'organes. Hein. Donc les transplanteurs rénaux, ils connaissent beaucoup mieux ça parce qu'ils ont plus d'avance que nous. Donc on se base beaucoup sur eux. Il y a beaucoup de recherches. Hein. Il y a tout un registre européen pour essayer d'avancer sur ce phénomène de rejet chronique, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc c'est malgré les traitements anti-rejet, votre corps qui va plus vouloir accepter ses poumons et qui vont être effectivement détruits et abîmés petit à petit. On a des médicaments pour stabiliser ça, mais ça reste effectivement la plus grosse cause de mortalité on dit toujours après les 1 an de transplantation pulmonaire. Il y a quelques patients qui décèdent dans la première année, c'est à peu près 10% de patients qui vont décéder dans la première année, et ça c'est souvent plutôt des causes infectieuses. Moi je voulais savoir si un proche pourrait donner soit un lobe ou soit un poumon, dans notre cas, si on n'avait pas de greffe à disposition. En France, on n'a pas d'accès prévu pour un don familial, comme ça existe en greffe rénale. Je pense que c'est vraiment quand même lié au fait que le risque chirurgical pour le patient le proche qui va donner est quand même assez élevé, et que l'espérance de vie après derrière du patient qui va donner est très raccourcie. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui est moins le cas en tout cas chez un patient qui va donner son rein. On peut très bien vivre avec un rein avec peu de complications et avec une survie qui est quasiment équivalente à ceux qui vont avoir 2 reins. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on... pas tout à fait, mais... mais voilà, en tout cas, au niveau pulmonaire, c'est nettement plus important. Vivre avec un seul poumon, c'est faisable, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Voilà. Je voulais juste dire quelque chose pour rassurer quelqu'un. Dans l'association, nous avons une patiente quand même qui a été greffée depuis 26 ans. 28 ans. 28. Même 28 ans. Voilà. Alors je sais plus précisément la durée de vie de notre greffée pulmonaire nantaise, mais c'est plus de 35 ans. Sur les mêmes poumons. Ouais. Sur les mêmes poumons. Et il faut savoir une chose aussi, c'est qu'on a plein d'anciennes malades de la lame. Hein, c'est pas que des jeunes, il y a des vieilles malades, des vieilles lamistes, et c'est bon signe quand même pour les autres. Et il y a aussi un transplanté parmi nous qui va bien. Voilà. Bon, écoutez, docteur, on tenait à vous remercier. On va être obligé de mettre fin à cette intervention. Le timing étant la restauration pour midi et demi, on va bien rappeler ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé votre samedi matin avec nous. Et puis, encore un grand merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Merci à toutes les deux.